Elles étaient mes esclaves à posséder et à jeter à ma guise. C'était le dragon que je poursuivais jusqu'aux bas-fonds les plus sordides de la misère. Mon Dieu, je suis encore sous le choc. Fête de Noël chez moi. On a commencé par un bon dîner au restaurant, puis on est rentré à la maison pour continuer la soirée avec nos enfants adultes. Ma fille aînée a bu 3 cocktails et elle était clairement bien éméchée. Elle riait fort, parlait plus que d'habitude. À un moment, elle s'est mise à chahuter avec ma belle-fille. Elle se poussait, riait, se taquinait comme 2 ados. Tout le monde trouvait ça amusant, rien ne paraissait déplacé. Un peu plus tard, les 2 sont sortis sur la terrasse pour laisser sortir les chiens. Quelques secondes après, je me suis dirigé moi aussi vers la porte arrière. Et là, je les ai vues. Elles étaient enlacées, serrées l'une contre l'autre, en train de s'embrasser avec une passion qui ne laissait aucun doute possible. Ce n'était pas un jeu, ce n'était pas une blague. J'ai compris instantanément ce que je voyais et j'ai senti mon estomac se nouer. Elles sont revenues à l'intérieur quelques minutes plus tard. Leur visage était rouge, leur regard fuyant. L'ambiance avait changé. Elles évitaient de se regarder, parlaient à peine. Après un court moment, elles ont dit qu'elles allaient chercher du vin dans la cave. 15 minutes ont passé. Quelque chose me semblait anormal. J'ai fini par descendre, le cœur battant, sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Et je les ai encore surprises. Ensemble. Encore une fois. J'ai été saisi par une deuxième vague de choc. Je n'ai rien dit. Je suis remonté doucement, comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, elles sont revenues à leur tour. Ma fille s'est assise près de nous et s'est mise à pleurer en silence. Elle gardait la tête baissée. Impossible de croiser son regard. Ma belle-fille faisait pareil. Le malaise était palpable, lourd, étouffant. Tout cela est d'autant plus perturbant que l'été dernier, ma belle-fille avait été prise dans une relation avec un autre homme. Mon fils et elle avaient traversé une période terrible, mais ils avaient décidé de rester ensemble et de reconstruire leur couple. Et maintenant ça. Encore une trahison, mais d'une nature totalement différente. J'aime ma fille. J'aime mon fils. J'aime aussi ma belle-fille. Et je me retrouve coincé au milieu de quelque chose qui me dépasse. Si je parle à mon fils, je risque de détruire à nouveau son monde. Si je confronte ma fille, est-ce que je fais empirer les choses ou est-ce que je l'aide? Si j'en parle à ma femme, je sais qu'elle sera anéantie. Mais garder ça pour moi me ronge de l'intérieur. Je me sens triste, en colère, perdu. J'ai l'impression que quoi que je fasse, la famille va exploser. Le silence est insupportable, la vérité semble tout aussi destructrice. En ce moment, je suis profondément malheureux et je ne sais absolument pas quelle est la bonne chose à faire. Je suis gay et je vais me marier avec une femme. J'ai eu la malchance de naître gay dans un pays musulman. Inutile de détailler les faits, toute personne qui connaît cette réalité comprend la peur, le silence et la menace permanente qui l'entoure. Quand j'étais petit, j'aimais les choses considérées comme « de filles ». Les Barbie, les Winx Club, ce genre de trucs. J'étais doux, expressif. Les gens l'ont remarqué. J'ai été harcelé à l'école, et à la maison c'était pire. Mes parents me frappaient et me menaçaient de me tuer jusqu'à ce que j'apprenne à ne plus aimer ces choses, ou du moins à ne plus le montrer. Mon père m'a forcé à faire du sport. J'étais nul dans la plupart, franchement. Finalement, je me suis retrouvé à la boxe, et bizarrement, je ne détestais pas ça. En grandissant, je croyais vraiment que j'irais en enfer parce que j'étais gay. J'ai vécu avec cette peur pendant des années. Mais à un moment, j'ai craqué. Je me suis mis en colère contre Allah. Je n'avais pas demandé à naître comme ça. Je n'avais pas demandé à naître là. Mon enfance était déjà un enfer, et maintenant je devrais brûler éternellement en plus. Ça n'avait plus aucun sens pour moi. Alors j'ai arrêté de croire en l'islam.
J'ai travaillé comme un fou pour quitter mon pays et aller dans un endroit plus tolérant. Je pensais sincèrement que ça résoudrait tout. Ça n'a rien résolu. Les gays ne sont vraiment respectés nulle part. Les gens supposent que je suis musulman, et en général je ne les détrompe pas. À cause de ça, même les camarades les plus homophobes se permettent de dire des choses devant moi. Ils font semblant d'être sympas avec les gars ouvertement gays de ma classe, puis se moquent d'eux dans leur dos. Ces gars-là ne sont jamais invités dans les groupes d'études, jamais vraiment inclus. C'est discret, mais évident. Par contre, avec les lesbiennes, c'est différent. Les femmes hétéros n'ont pas l'air d'avoir de problème avec elles. Elles ont des cercles d'amis. Elles sont intégrées. Je remarque cette différence tout le temps. J'ai essayé de sortir avec des gens aussi. Le choix est minuscule. Ça semble presque impossible de trouver quelqu'un. Beaucoup de mecs font soit de l'OnlyFans, soit veulent des relations ouvertes ou des situations sans étiquette. Rien de mal à ça, ce n'est juste pas ce que je cherche. Mais quand c'est presque tout ce qui existe comme option, on commence à se sentir comme s'il n'y avait aucune place pour soi. Alors j'ai pris une décision. J'ai décidé que ça ne valait pas la peine de perdre ma famille ou d'être constamment rejeté par la société juste parce que je suis différent. Je resterai célibataire. Je me marierai probablement avec celle que ma famille choisira. Je vivrai une vie qui paraîtra assez normale de l'extérieur. Je suis vraiment déprimé. La seule chose qui me fait tenir, c'est l'espoir, même mince, de réussir un jour la carrière dont j'ai toujours rêvé. Je ne crois plus en Dieu. Pourtant, s'il y a quelque chose après cette vie, une autre existence, une résurrection, peu importe, j'espère avoir la chance d'être normal. Ou au moins de vivre sans avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Plus que tout, je voudrais avoir ne serait-ce qu'une seule personne à qui je pourrais tout dire. Une personne devant qui je n'aurais pas à me cacher. Quelqu'un à qui je pourrais vraiment parler sans me sentir seul. Aujourd'hui, j'ai pleuré à cause de la façon dont un autre homme m'a regardé. Cela m'a fait réaliser que je devais quitter mon mariage. Ce soir, j'ai enfin pris la décision de partir. C'est une question que je me pose depuis des mois, même des années. Mais ce soir, mon esprit est fixé. J'étais assise à table en train de dîner avec mon mari et mes enfants, et mes pensées sont parties vers la soirée de Noël de mon travail quelques jours plus tôt. J'étais nerveuse car je ne connaissais pas beaucoup de personnes présentes. Je réfléchissais trop, comme toujours, en me disant que j'allais être maladroite ou me ridiculiser. Debout dans la file pour le contrôle de sécurité, je fixais le sol en pensant à tout ça. Puis j'ai levé les yeux vers l'entrée et j'ai vu ce collègue de travail incroyablement beau qui me regardait avec un sourire. Pas un regard prédateur, pas étrange, mais doux. Ses yeux plongeaient dans les miens. C'était comme une scène de film romantique où la femme entre au ralenti pendant que l'homme tombe instantanément amoureux. Il était complètement émerveillé par moi. Il me voyait vraiment. À ce moment-là, au milieu du dîner, j'ai éclaté en sanglots en prétendant que j'étais simplement fatigué. C'est à cet instant que j'ai su que mon mariage était mort. Ce n'était même pas que je voulais cet homme, ni que je pensais qu'il pourrait se passer quoi que ce soit entre nous. C'était le fait que l'un des moments les plus romantiques de toute ma vie venait de se produire avec quelqu'un qui était pratiquement un inconnu. Mon mari ne m'a jamais regardé comme ça. Jamais. Il ne m'a jamais vraiment vu. J'ai pleuré parce qu'une simple connaissance m'avait fait me sentir plus aimé en un bref instant que cet homme ne l'avait jamais fait dans toutes ces années. C'est à ce moment précis que le dernier fil d'espoir pour ce mariage s'est rompu. À cet instant exact. Je suis une fille de 24 ans qui vit en Nouvelle-Zélande. Je étudie le design graphique et j'ai rencontré ce mec quand j'avais 21 ans, en traînant avec une de mes amies. Je lui ai demandé ce qu'il avait comme passé et, au bout d'un moment, elle m'a avoué qu'il la payait pour chier sur lui une fois par semaine. J'ai trouvé ça hyper bizarre et dégoûtant, et je ne l'ai pas revu pendant 2 mois. Puis un jour, il était avec mon ami dans un café, on a commencé à discuter et il était complètement à l'opposé de ce que j'imaginais.
Charmant, doux, super gentil. Et là, sans filtre, j'ai lâché un « mais putain, comment tu peux payer pour qu'on chie sur toi ?» en le criant presque. Même ça, il l'a pris avec un calme total. 2 mois plus tard environ, je perds mon job à mi-temps dans un magasin de vêtements, je panique pour le loyer, je message mon ami, puis je lui écris à lui directement. Je vais chez lui, on parle pendant 2 heures, il fume un joint, et il m'explique précisément ce qu'il veut. J'étais partante. Il me dit que j'étais beaucoup trop stressé par rapport à mon corps, et là, sans rien demander de plus, il me donne l'équivalent de 2 semaines de loyer et me dit de revenir quand je serai prête. Je reviens 5 jours plus tard, j'ai suivi tout ce qu'on avait discuté par message, le régime alimentaire, etc. Je lui dis le matin que c'est bon. On va dans sa salle de bain, ça dure 10 minutes en tout, je prends une douche, il prend une douche, on parle un peu de comment ça s'est passé, et je rentre. 1 semaine plus tard, j'ai déjà dépensé l'argent du loyer en bouffe et autres trucs, je lui réécris, je viens préparer, il me donne le cash, et on refait la même chose. Je lui demande si on peut faire ça toutes les semaines, il dit oui. On se voit comme ça 1 fois par semaine pendant environ 6 mois, puis je lui propose de passer à 2 fois par semaine et il accepte. Récemment, à chaque fois que je le vois, je lui répète qu'une fois mon diplôme en poche, on arrêtera et qu'il devra trouver quelqu'un d'autre. Il a toujours été totalement compréhensif. Maintenant, il me reste 2 mois avant la fin de mes études, je n'ai pas travaillé depuis 2 ans à part quelques trucs en design graphique, et aucun des mecs que je rencontre, normalement, n'arrive à la cheville de son ouverture d'esprit, pas dans le sens vulnérable, mais juste à l'aise avec lui-même. Ce matin, j'ai envoyé un message pour savoir s'il était libre, pas notre jour habituel, et il m'a répondu qu'il était occupé à discuter avec quelqu'un de nouveau. Et là, j'ai cette jalousie moche, stupide, complètement ridicule qui me bouffe. Je sais que c'est mesquin et con, mais putain, pourquoi le seul mec normal, gentil et décent que je croise est forcément un gars qui a un fétichisme de la merde? Bref, ça me ronge de l'intérieur et j'avais juste besoin de le sortir, de vider mon sac. Chaque année, je repense au Noël où moi, aujourd'hui femme de 32 ans, je suis entré par effraction dans l'appartement d'une mère célibataire la veille de Noël. À l'époque, je travaillais à 1 heure de route de chez moi. Une énorme tempête de neige s'est abattue sur la région et m'a forcé à prendre une chambre d'hôtel dans la ville où je travaillais, la nuit précédant le réveillon. Comme j'étais bloqué sur place, j'ai décidé d'aller passer la soirée chez des amis. On a regardé The Walking Dead et fumé un peu pour fêter ça ensemble, en se disant que ce serait notre petite célébration improvisée. C'est pendant l'épisode où Glenn meurt que mon ami Brian a reçu un appel de sa sœur. On a immédiatement baissé le son de la télévision parce qu'on voyait bien qu'il était bouleversé. Il s'est isolé quelques secondes, le regard figé, puis quand il a raccroché, il s'est mis à pleurer. Il nous a simplement demandé si on pouvait aller chez sa sœur, sans donner d'explication. Sa voix tremblait tellement qu'on n'a pas posé de questions. On est tous montés dans nos voitures et on a roulé jusqu'à son immeuble. Quand on est arrivé, sa sœur était effondrée. Elle pleurait, assise au milieu de son salon, incapable de parler pendant de longues secondes. Quelqu'un était entré chez elle pendant qu'elle travaillait et avait volé tous les cadeaux de Noël. Absolument tous. Ceux pour lesquels elle économisait depuis des mois, centime par centime, pour son fils de 8 ans. Elle répétait en boucle qu'elle ne comprenait pas comment elle allait lui expliquer ça. On l'a prise dans nos bras, on lui a dit qu'elle n'était pas seule, qu'on allait trouver une solution. On a aidé à remettre l'appartement en ordre, à ramasser ce qui avait été jeté par terre, à replacer les meubles déplacés. L'endroit avait l'air ravagé, comme si quelqu'un s'était acharné exprès, animé d'une vraie cruauté. L'arbre de Noël était encore là, vide en dessous, et cette image m'a brisé le cœur. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à elle, à son fils, à ce matin de Noël qui arrivait et à la déception qui l'attendait. Plus j'y pensais, plus une idée s'imposait. Le lendemain, le matin du réveillon, je me suis levé très tôt. J'ai enfilé mes bottes, pris mon manteau et je suis allé dans tous les magasins encore ouverts. J'ai acheté ce que je pouvais,
en essayant d'imaginer ce qu'un garçon de 8 ans aimerait vraiment. Des jouets, des livres, des vêtements, des petites choses en plus juste pour le plaisir. L'hôtel a accepté de me laisser la chambre plus longtemps. J'ai passé des heures à emballer les cadeaux sur le lit, à écrire des étiquettes simples sans nom, à remplir un sac entier de surprises. Je savais qu'elle travaillait cet après-midi-là et que son fils ne reviendrait que le jour de Noël. Il fallait agir vite et discrètement. Je suis arrivé devant son immeuble en milieu d'après-midi. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai fait plusieurs allers-retours entre ma voiture et l'entrée, essayant de me faire la plus discrète possible, comme une voleuse à l'envers. À chaque bruit de pas dans le couloir, je me figeais, convaincu que quelqu'un allait appeler la police. Une fois à l'intérieur, j'ai posé tous les cadeaux sous le sapin, j'ai rempli la chaussette accrochée au mur, j'ai rangé un peu l'appartement et remis les coussins en place. Avant de partir, je me suis arrêté un instant pour regarder la pièce. Cette fois, l'arbre n'était plus vide. Le soir même, j'ai vu un message de Brian sur les réseaux sociaux. Il remerciait en pleurant la personne inconnue qui avait sauvé le Noël de sa sœur et de son neveu. Un peu plus tard, sa sœur a posté une vidéo. On l'entendait sangloter pendant qu'elle parcourait son appartement, montrant chaque cadeau, chaque détail, incapable de croire ce qui s'était passé. Elle répétait que c'était un miracle. Je vais commencer par dire que je sais bien que les ados sont souvent dégoûtants, c'est une période compliquée, et parfois leur hygiène laisse à désirer. Mais imaginez le gamin le plus crade de votre classe au collège ou au lycée, et multipliez-le par 100. C'est exactement mon frère. Il a 16 ans, il va en avoir 17 en janvier. Pendant les 2 semaines que j'ai passées chez lui, il ne s'est pas douché une seule fois. Ses seuls centres d'intérêt sont le sport et les jeux vidéo, en particulier Fortnite. Il fait du sport pendant quelques heures chaque jour, le mot « faire » est vraiment exagéré, il tape juste dans une balle attachée à un arbre, il rentre en sueur comme pas permis, il engloutit une quantité de nourriture équivalente à son poids, et ensuite il passe le reste de la journée à jouer à Fortnite. Mais ça va encore plus loin. Il y a 2 jours, j'ai décidé de ranger sa chambre parce que c'était devenu impossible à ignorer. Le bordel débordait dans le couloir et l'odeur qui sortait de sa chambre commençait à imprégner toute la maison. J'ai fait sa lessive, j'en suis ressorti avec 2 sacs poubelles remplis de bouffe à moitié moisie, et juste au moment où je finissais, j'ai jeté un œil dans la petite poubelle sous son bureau parce qu'il restait une odeur vraiment horrible dans la pièce. Elle était pleine d'urine. Je suis allé directement le dire à ma mère. Apparemment, ce gamin ne se donnait même pas la peine de se lever pour aller pisser quand il jouait. Il urinait directement dans la poubelle et la laissait là, juste à côté de son PC qui chauffe. C'était immonde. Ma mère m'a dit de ne pas lui révéler que je savais, mais franchement, je n'arrive même plus à le regarder dans les yeux tant je suis dégoûté. Un soir, je me suis arrêté à une station-service et j'ai remarqué une femme sans abri qui abordait des hommes près des pompes. Elle semblait épuisée, mais déterminée. Quand elle est venue vers moi et m'a demandé de l'argent, j'ai refusé plusieurs fois. Elle a insisté, puis, d'une voix presque mécanique, elle a lâché une phrase crue pour me faire comprendre ce qu'elle proposait. J'aurais pu partir à ce moment-là. J'aurais pu fermer la fenêtre et démarrer. Au lieu de ça, je suis resté là quelques secondes, partagé entre le malaise et une curiosité que je n'arrivais pas à ignorer. Finalement, je n'ai rien dit. Elle a compris et est montée dans ma voiture. Elle m'a donné la direction d'un motel délabré à la sortie de la ville. Pendant le trajet, elle m'a expliqué calmement ses tarifs, comme si elle récitait quelque chose qu'elle avait déjà dit trop souvent. Arrivé sur place, j'ai payé la chambre et retiré de l'argent au distributeur. Le hall du motel était triste et impersonnel, avec un comptoir usé et des lumières trop blanches. Même là, ils vendaient des préservatifs, ce qui donnait l'impression que ce genre de scène faisait partie du quotidien. Elle est montée dans la chambre et a pris une douche rapide pendant que je restais assis sur le lit, à me demander comment j'en étais arrivé là. Je suis un homme de 45 ans. Elle avait 20 ans. Après la douche, on a couché ensemble,
sans rien de romantique, sans illusion particulière. Tout s'est fait rapidement, presque comme une transaction silencieuse où chacun jouait son rôle. Une fois terminée, elle s'est rhabillée, m'a remercié sans vraiment me regarder, et la soirée s'est achevée comme si elle n'avait jamais existé. Sauf que ce n'était pas fini. Les jours suivants, je n'ai pas cessé de penser à elle. Pas seulement à ce qui s'était passé, mais à son histoire, à sa façon de parler, à ce mélange de dureté et de fragilité. 2 semaines ont passé, et je l'ai revue. Puis encore une autre fois. À chaque rencontre, on parlait un peu plus. Elle me racontait des bouts de sa vie, comment elle avait atterri dans la rue, les mauvaises décisions, les gens qui l'avaient laissé tomber. La dernière fois, ce n'était plus dans un motel. Elle est venue chez moi et a passé la nuit. On a mangé ensemble, regardé la télévision, discuté tard sans forcément parler de ce qu'on faisait l'un pour l'autre. Quand elle s'est endormie dans mon lit, j'ai ressenti quelque chose de différent. J'ai 47 ans, et parfois j'ai l'impression que toute ma vie d'homme adulte n'a été qu'une longue série d'ajustements pour apaiser les femmes autour de moi. Pas par machisme ou par plainte facile, non. Juste par habitude, par éducation, par ce rôle qu'on m'a collé sans que je le demande, celui qui calme, qui écoute, qui répare les émotions des autres même quand les miennes sont en vrac. Ce soir, ça a encore été une de ces journées qui s'accumulent. D'abord, une dispute idiote entre ma femme et notre fille du milieu, 17 ans, à propos des paniers à linge. Qui a laissé traîner quoi, qui doit ranger, les tons qui montent. Je suis intervenu, j'ai joué l'arbitre, j'ai proposé une solution bancale que personne n'a vraiment acceptée. Ma fille m'a lancé un regard noir avant de claquer la porte de sa chambre. Je suis presque sûr qu'elle me déteste un peu plus ce soir. Et je ne sais même pas si j'ai eu raison ou tort. Après ça, j'ai enfin pu m'asseoir devant le match. Juste 5 minutes de calme, une bière à la main, le bruit de la foule qui couvre tout le reste. Et puis mon téléphone vibre. Un message de ma femme, qui regarde sa série dans la chambre parce que le futsal endort. Viens me rejoindre, il faut qu'on parle. Je monte. Elle est assise sur le lit, les yeux rougis. Elle me dit qu'elle s'inquiète pour moi, que je ne parle pas assez de ma mère, que le cancer du cerveau avance vite maintenant, que les médecins ont dit que c'est une question de semaines. Et puis elle enchaîne sur ma sœur, cette tornade toxique qui appelle tous les jours pour pleurer, accuser, exiger que je prenne parti dans ces règlements de compte vieux de 30 ans avec ma mère mourante. Ma femme a peur que je garde tout à l'intérieur, que je m'effondre sans prévenir. Elle veut que je pleure, que je parle, que je partage. Et moi, tout ce que je voulais, c'était regarder ce foutu match en paix. Juste une heure où je n'ai pas à gérer la peine de quelqu'un d'autre. Parce que ma mère, oui, c'est un désastre ambulant depuis toujours. Une femme qui a passé sa vie à manipuler, à pleurer pour attirer l'attention, à nous mettre mes sœurs et moi en compétition permanente. Et maintenant qu'elle va mourir, tout le monde attend que je sois le roc, que je coordonne, que je console, que je dise les bonnes paroles. Je me suis assis au bord du lit, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit que oui, c'est dur, que je pense à ma mère, que je gère comme je peux. Je l'ai écoutée pendant 1 heure. Je l'ai rassurée. Et à l'intérieur, j'étais vide. Pas parce que je n'aime pas ma femme, au contraire. Mais parce que j'aurais voulu, pour une fois, qu'on me demande simplement « Et toi, ça va ? Tu as besoin de quelque chose ?» Je suis redescendu. Le match était fini. J'ai éteint la télé, je suis resté dans le noir du salon 5 minutes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas eu la force d'être en colère. Juste fatigué. Fatigué d'être toujours celui qui absorbe, qui calme, qui fait semblant que tout va bien pour que les autres puissent craquer. Je ne suis pas un mauvais bougre. Je ne suis pas un saint non plus. Je suis juste un mec qui a appris très tôt que si je ne gère pas les émotions des femmes de ma vie, personne ne le fera. Et ce soir, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti clairement à quel point ça me pèse. À quel point j'aimerais, moi aussi, pouvoir juste m'effondrer sans que quelqu'un n'attende immédiatement que je me relève pour le soutenir.
Désolé pour le pavé. C'est sorti tout seul. Je ne sais pas ce que j'attends en l'écrivant. Peut-être juste le droit de dire que oui, ça fait mal, et que non, je ne suis pas un monstre si parfois je veux simplement regarder un match sans porter le monde sur mes épaules. J'ai enfreint le code tacite entre amis avec la femme de mon ami, moi homme de 43 ans, elle femme de 30 ans, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Je fréquente régulièrement une salle de jeux BDSM et je ne m'en cache pas. J'y propose des séances aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Cela n'implique jamais de rapport pénétratif, même si d'autres formes de contact existent. Je suis plutôt respecté dans ce milieu, je travaille de façon encadrée, réfléchie, et j'y prends un réel plaisir parce que tout repose sur la confiance et le consentement. Le point de départ de cette histoire est simple. J'étais chez eux, assis dans le salon, attendant que mon ami rentre du travail. Sa femme a lancé la conversation presque par hasard. Elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu essayer ce genre d'expérience. Sur le moment, j'ai pensé qu'elle parlait de curiosité générale. J'ai essayé de détourner le sujet. Je lui ai proposé des lectures, des articles, même des vidéos, pour qu'elle puisse comprendre ce qui lui plaisait avant d'aller plus loin. Je pensais sincèrement que la discussion s'arrêterait là. Mais elle a insisté. Elle m'a expliqué qu'elle ne voulait pas tenter l'expérience seule ni avec un inconnu. Elle disait vouloir quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui saurait poser des limites et respecter les siennes. Elle m'a demandé si elle pouvait venir au club. J'ai refusé plusieurs fois. Je lui ai rappelé qu'elle était la femme de mon ami, que ce n'était pas une bonne idée, que ça compliquerait tout. Elle n'a pas lâché. À force d'arguments, de discussions, et peut-être aussi par fatigue morale, j'ai fini par accepter. Elle est venue au club quelques jours plus tard. L'ambiance était calme, maîtrisée, comme toujours. On a pris le temps de parler, de fixer des règles claires, de définir ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. La séance s'est très bien passée. Elle était à l'aise, attentive à ses propres réactions, et moi je suis resté extrêmement prudent. Je me suis assuré qu'aucune marque visible ne resterait, que rien ne puisse éveiller de soupçons. Après, elle s'est mise à pleurer. C'est quelque chose de fréquent dans ce contexte, une sorte de relâchement émotionnel. Je l'ai prise dans mes bras, simplement, pour l'aider à redescendre. Cela fait partie de ce qu'on appelle l'après-soin. Je précise que tout s'est fait avec des gants, sans contact direct avec des zones intimes. C'était encadré, contrôlé, presque clinique dans l'exécution, malgré la charge émotionnelle. Depuis, je n'arrive pas à me débarrasser d'un malaise. Je me répète que je n'ai fait que fournir un service, que j'ai agi comme je l'aurais fait avec n'importe qui d'autre. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir trahi la confiance de mon ami. Je n'ai parlé ni à lui ni à elle depuis. Lui doit penser que je suis simplement occupé par les fêtes. Elle sait que je resterai discret. Mais cette situation me ronge. La question tourne en boucle dans ma tête. Est-ce que je dois lui dire la vérité? Mise à jour. J'ai fini par avouer. C'était la bonne décision. Il s'avère qu'ils avaient ouvert leur relation depuis un certain temps, à cause de problèmes d'érection qu'ils traversaient. Il a été surpris d'apprendre que sa femme s'intéressait au BDSM, car elle n'en avait jamais parlé auparavant. Contre toute attente, il a plutôt bien réagi. Il s'est dit plus rassuré de savoir que l'expérience de sa femme avait été encadrée, presque contractuelle, avec moi, plutôt qu'avec un inconnu. Il voyait moins de risques pour la santé, et moins de chances qu'un attachement émotionnel se crée. J'ai 32 ans aujourd'hui, et pendant longtemps, l'histoire de ma mère s'est résumée pour moi à une phrase froide, elle était schizophrène, elle a essayé de me noyer quand j'avais 2 mois, puis elle s'est pendue 2 mois plus tard. Point. Un fait brut, terrifiant, presque irréel. Je grandissais avec cette ombre au-dessus de moi, convaincu que sa maladie seule expliquait tout, que c'était une sorte de fatalité génétique qui avait explosé sans raison. Récemment, en lisant sur les troubles mentaux postpartum, quelque chose a enfin cliqué. J'ai compris que ce n'était pas seulement la schizophrénie.
C'était aussi une dépression postpartum sévère, peut-être même une psychose puerpérale qui s'est greffée sur une vulnérabilité déjà énorme. Ma tante, la sœur cadette de ma mère, m'a confié des détails il y a quelques années, lors d'un dîner un peu trop arrosé. Pendant sa grossesse, ma mère avait déjà été hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie. Elle pleurait sans arrêt, disait qu'elle ne se sentait pas prête, qu'elle avait peur de ne pas être capable d'aimer un enfant. Elle répétait « Je ne sais pas comment on fait, je n'ai jamais vu ça de près. » Mes parents ne se parlaient presque plus à la fin. Mon père, submergé par son propre travail et ses problèmes, s'était éloigné. Il n'était pas là le jour de l'accouchement, ni les semaines qui ont suivi. Ma mère est rentrée de la maternité avec moi, un tout petit bébé, et elle n'avait personne. Vraiment personne. Elle était fille unique, comme sa mère avant elle. Pas de frère, pas de sœur, pas de cousins proches. Ma grand-mère maternelle, qui vivait avec elle, était déjà âgée, veuve, et luttait elle-même avec une santé fragile. Elle faisait ce qu'elle pouvait, mais elle n'avait ni les mots ni les outils pour accompagner une fille en détresse profonde. Les amis de ma mère s'étaient peu à peu éloignés pendant la grossesse, certains par gêne, d'autres parce qu'ils étaient jeunes et ne savaient pas comment gérer ça. Dans les années 90, personne ne parlait ouvertement de dépression postpartum. On disait « baby blues » pour tout et n'importe quoi, et au-delà de quelques larmes, on considérait que c'était à la mère de se reprendre. La schizophrénie était déjà un diagnostic lourd, stigmatisant. Imaginez ajouter à ça l'idée qu'une jeune mère n'arrive pas à aimer son enfant. Impensable d'en parler à un médecin sans risquer qu'on vous juge inapte. Je revois maintenant les fragments que j'ai, les voisins qui ont entendu mes pleurs cette nuit-là, qui ont forcé la porte de la salle de bain et l'ont arrachée à l'eau où elle me tenait. Les policiers qui sont venus. L'ambulance. Moi en réanimation pendant des jours. Et elle, internée de force, seule avec sa culpabilité, sa terreur, ses voix peut-être, et l'idée insupportable qu'elle avait failli tuer son propre bébé. 2 mois plus tard, elle montait dans le grenier de la vieille maison familiale et mettait fin à ses jours. Ma grand-mère l'a trouvée. Elle n'en a presque jamais reparlé ensuite. Je ne cherche pas à excuser ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a tenté reste gravé en moi, même si je n'en ai aucun souvenir conscient. Mais aujourd'hui, je ne vois plus ça comme l'acte d'une méchante ou d'une mère qui me rejetait personnellement. Je vois une femme terriblement malade, profondément seule, écrasée par un tsunami hormonal et psychique dans un monde qui ne savait pas encore nommer ni traiter ses tempêtes. Ma tante m'a aussi dit qu'avant ma naissance, ma mère gardait une photo de moi échographie dans son portefeuille et la montrait à tout le monde en souriant timidement. Elle voulait m'aimer. Elle voulait y arriver. Elle n'a juste pas vu l'aide qu'il aurait fallu, au moment où elle en avait le plus besoin. Cette compréhension ne supprime pas la douleur. Elle ne répare pas l'enfance sans mère, ni les questions que je me suis posées pendant des années sur ma propre valeur. Mais elle donne un sens à ce chaos. Ce n'était pas contre moi. C'était une tragédie immense, faite de maladie, d'isolement et de silence. Parfois, quand je passe devant la maison de ma grand-mère, elle est toujours là, inhabitée, je m'arrête un instant. Je ne ressens plus seulement de la peur ou de la colère. Je ressens surtout une immense tristesse pour cette jeune femme de 24 ans qui s'est retrouvée seule face à l'impossible. Et je me dis que si les choses avaient été différentes, si quelqu'un avait tendu la main au bon moment, peut-être que tout aurait pu basculer autrement. J'ai menti à ma femme sur la vraie raison pour laquelle j'ai arrêté de boire. Ça fait 8 mois que je suis sobre. Pour elle, j'ai arrêté parce que j'ai enfin eu une prise de conscience. Elle croit que je me suis réveillé un matin en me disant que ma santé comptait plus que tout, que j'avais décidé de reprendre ma vie en main par pure volonté. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La vérité, c'est que je suis allé faire une prise de sang de routine. Rien d'alarmant en apparence. Juste un contrôle banal. Puis les résultats sont revenus et mes enzymes hépatiques étaient élevées. Pas un peu. Vraiment élevées. Le médecin m'a fait asseoir. Il a fermé le dossier, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que si je continuais à boire,
je me dirigeais vers des dommages graves au foie dans quelques années. Pas une hypothèse lointaine. Une trajectoire claire. J'ai 38 ans. Je suis sorti de ce cabinet avec une peur que je n'avais jamais ressentie. Une peur froide, lourde, qui ne part pas. J'ai arrêté de boire ce jour-là. Pas par illumination. Par panique. Je n'ai rien dit à ma femme. Je lui ai raconté que les analyses étaient normales, que tout allait bien. Je lui ai dit que j'avais simplement décidé de devenir plus sain, de faire attention à moi. Elle m'a cru sans hésiter. Depuis, elle est fière de moi. Elle en parle à nos proches. Elle dit que j'ai eu une force incroyable, que peu de gens sont capables de prendre une décision aussi radicale sans y être forcés. Elle me regarde comme si j'étais devenu quelqu'un de meilleur. Et moi, je la laisse croire ça. La réalité, c'est que je suis terrifié. Dans 2 semaines, je retourne faire des analyses de suivi. Chaque jour qui passe me rapproche de ce moment et je sens l'angoisse monter. Est-ce que j'ai arrêté à temps? Est-ce que 8 mois suffisent pour inverser les dégâts? Est-ce que mon foie a commencé à se réparer ou est-ce que le mal est déjà fait? Et si ce n'était pas réversible? Et si ce rendez-vous changeait tout? Je me dis que je ne peux plus lui dire maintenant. Trop de temps a passé. Comment expliquer que je lui mens depuis des mois? Que je n'ai pas arrêté par sagesse, mais parce que j'avais peur de mourir. Que pendant qu'elle me voyait comme un exemple, je vivais avec cette menace silencieuse au-dessus de la tête. Elle pense que je suis un champion du bien-être. Moi, je me demande si dans 10 ans je serai sur une liste d'attente pour une greffe à cause des années où je buvais 4 soirs par semaine, persuadé que j'avais le temps, que ça n'arrivait qu'aux autres. J'ai 24 ans aujourd'hui, mais cette histoire remonte à mes 16 ans, au lycée. À l'époque, j'étais dans un établissement pour ados à problème, et j'avais une petite copine qui allait dans un lycée public pas loin. On se parlait presque exclusivement sur Instagram. J'avais plusieurs comptes, un pour la famille avec des photos bien sages, un pour les potes avec des images ultra éditées et des blagues, et un compte même à part. Elle ne suivait que celui pour les potes, où je mettais juste mon 2e prénom en pseudo. Un soir, pour rigoler, je lui ai envoyé un message, et « Follow ce mec, il est plutôt cool » avec le lien vers mon compte famille. Sur les 2 profils, c'était clairement ma tête, mais les photos étaient différentes et les vibes pas les mêmes. Quelques heures plus tard, elle écrit sur le compte famille « Salut. Mon copain m'a dit que t'étais cool, enchanté. » Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de lui dire la vérité, j'ai répondu « Normal qu'il pense ça, surtout qu'on se ressemble tellement. » Elle a mis 2 secondes avant de répondre « Oh mon Dieu, vous êtes jumeaux ?» Et moi, comme un idiot, j'ai dit oui. Oui, on est des vrais jumeaux. À partir de là, tout a dégénéré. J'ai commencé à monter des photos compliquées, je calais mon téléphone contre un mur en classe, je prenais des selfies en changeant d'angle, de tenue, de lumière pour faire croire qu'on était 2. Je construisais une personnalité différente pour mon frère, plus mystérieux, plus drôle, plus audacieux. Elle a commencé à lui parler tous les jours. Au début c'était mignon, puis ça a viré au flirt. Elle lui envoyait des messages coquins, des « j'ai toujours rêvé d'un secret comme ça », émoticônes, clins d'œil et des photos un peu plus osées qu'à moi. Ça a duré 6 mois. 6 mois où je jonglais entre 2 conversations avec la même personne, en inventant des emplois du temps différents, des anecdotes séparées, des goûts musicaux opposés. J'étais à la fois le copain loyal et le frère rebelle qu'elle désirait en cachette. Un jour, j'ai fait une erreur bête, j'ai envoyé un message qui était censé venir du jumeau depuis mon compte principal. Elle a tout de suite tilté. Panique totale. J'ai improvisé, je viens de fouiller dans son téléphone, je sais tout. Elle s'est effondrée en excuses, m'a supplié de ne pas faire de mal à mon frère, de ne pas le frapper, de ne pas rompre avec elle. Elle pleurait presque par message. Pour sauver la mise, j'ai monté un faux drame familial, je lui ai raconté que je m'étais battu avec mon jumeau, qu'il avait foiré quelque chose de grave, qu'il s'était barré de la maison et qu'il l'avait bloqué partout.
Je lui ai envoyé des messages rageurs comme si je citais nos disputes, des stories floues pour faire croire à une ambiance tendue à la maison. Et puis plus rien. J'ai ghosté des deux comptes. Je ne l'ai jamais revue. Ça fait 9 ans maintenant. Parfois je repense à elle et je me demande ce qu'elle croit vraiment, qu'elle a trompé son copain avec son jumeau disparu. Qu'on était vraiment deux et que l'un a fui à cause d'elle? Ou est-ce qu'un jour elle a compris que tout venait de moi? Je me sens coupable, bien sûr. J'étais un gamin qui mentait pour se sentir intéressant, pour tester les limites. Mais en même temps, une partie de moi se dit qu'elle m'a trompé avec moi-même, qu'elle a choisi la version fantasmée sans hésiter. C'est con, je sais. Aujourd'hui j'ai grandi, je ne joue plus à ces jeux-là. Mais cette histoire reste coincée dans un coin de ma tête, comme une blague que personne n'a jamais comprise jusqu'au bout, et dont je suis le seul à connaître la chute. Des fois, en scrollant sur Instagram tard le soir, je tape son ancien pseudo par curiosité. Elle a changé de nom, de vie, elle poste des photos avec un mec stable, un chien, des voyages. Elle a l'air heureuse. Et moi je referme l'appli en me disant que c'était il y a une éternité, que j'aurais dû tout avouer dès le début. Mais bon, elle m'a trompé avec un frère jumeau qui n'existe pas. On est quitte, non? Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Ma sœur et son petit ami ont décidé de m'emmener au cinéma pour marquer le coup. On est allé voir le film de JJK, son copain travaille là-bas et il a des places gratuites, donc l'idée semblait parfaite. La sortie était sympa, détendue, exactement ce qu'il fallait. Ensuite, on est rentré à la maison et on s'est posé dans le salon. J'étais à moitié assommé par la nourriture, coincé dans une espèce de coma alimentaire, affalé sur le canapé sans énergie. Au bout d'un moment, ils ont décidé d'aller dans la chambre, à l'autre bout de la maison. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Le temps a passé, je traînais toujours dans le salon quand je me suis rendu compte que mon téléphone allait s'éteindre. Évidemment, mon chargeur se trouvait dans cette fameuse chambre. J'ai soupiré et je suis allé le chercher. J'ai frappé à la porte. Ma sœur a déverrouillé et ouvert. Je lui ai demandé mon chargeur. En levant les yeux vers l'endroit où il est habituellement posé, j'ai vu son copain sous les couvertures, clairement torse nu. La scène était brève mais suffisamment évidente pour que le message passe sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. J'ai pris mon chargeur, j'ai fait demi-tour et je suis retourné dans le salon, en essayant d'effacer cette image de ma tête. Un peu plus tard, ils sont partis pour leur résidence universitaire. La maison est redevenue calme. Comme je dors ici en ce moment avec ma mère, parce que la maison de mon père a brûlé, je me suis dirigé vers cette chambre pour aller me coucher. J'étais fatigué, j'avais juste envie de m'allonger et de dormir. En m'approchant du lit, mon regard a été attiré par quelque chose sur le bord du matelas. Un mouchoir, avec à l'intérieur une lingette. Et il était très clair de ce qu'il y avait dessus. Impossible de faire semblant de ne pas comprendre. J'ai ressenti un mélange de gêne, de dégoût et de résignation. Ce n'était pas mon lit, ce n'était pas mon choix, mais c'était là. Le pire, c'est que je n'avais aucune autre option. Il n'y avait nulle part ailleurs où dormir pour la nuit. J'ai dû composer avec ça, changer les draps, et éviter de trop y penser et me glisser dans le lit en essayant de faire abstraction de la situation. Franchement, ce n'est pas exactement le souvenir d'anniversaire que j'avais en tête. Tout le monde me voit comme la personne responsable, celle qui a toujours tout sous contrôle. Au travail, on me confie les projets importants parce que tu gères, toi. Dans mon groupe d'amis, c'est moi qui réserve les restaurants, qui vérifie les horaires de train, qui rappelle à chacun d'apporter sa pièce d'identité pour le festival. Ma mère me cite en exemple devant mes cousins, « Regardez votre sœur, elle a déjà économisé pour sa retraite à 30 ans. » Même mon compagnon, quand on part en week-end, me laisse tout organiser parce que tu penses à tout. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je ne suis pas organisé par compétence. Je suis organisé parce que je vis dans une terreur permanente. Chaque liste, chaque plan B, chaque dossier au cas où que je constitue n'est pas de la prévoyance sereine.
C'est de l'angoisse à haute dose qui cherche une issue. L'année dernière, quand on a prévu ce voyage à Lisbonne avec les amis, j'ai passé des semaines à vérifier les assurances voyage, à télécharger les plans de métro hors ligne, à lister les hôpitaux francophones, à imprimer les confirmations papier en cas de panne de téléphone. Ils ont trouvé ça génial, m'ont remercié d'avoir pensé à tout. En réalité, chaque nuit je m'imaginais l'avion qui s'écrase, le portefeuille volé, la crise d'appendicite à l'étranger sans pouvoir communiquer. J'avais même glissé des médicaments contre la diarrhée et des antidouleurs dans chaque sac. Au bureau, ma chef m'a félicité la semaine dernière pour mon tableau de suivi de projet ultra détaillé, avec les scénarios alternatifs en cas de retard fournisseur. Elle a dit devant toute l'équipe que j'étais une référence en gestion de risque. Ce qu'elle n'a pas vu, ce sont les nuits où je me réveille à 3 heures du matin pour ajouter une ligne sur une panne serveur potentielle, ou un conflit d'équipe qui pourrait exploser. Mon appartement est impeccablement rangé, étiqueté, avec des boîtes pour chaque catégorie d'objets. Les gens pensent que je suis minimaliste et méthodique. La vérité, c'est que si je ne sais pas exactement où se trouve mon passeport à n'importe quel moment, je panique. J'ai besoin de cette illusion de contrôle parce que l'idée qu'un imprévu me prenne au dépourvu me paralyse. Hier soir, après une journée où j'ai géré 3 urgences simultanées au travail tout en gardant mon sourire calme, je suis rentré et je me suis effondré. Mon cerveau refusait de s'éteindre, il passait en boucle les réunions de la semaine prochaine, la réponse que j'aurais dû donner à ce mail délicat, la possibilité que le chauffe-eau lâche pendant mon absence, que ma voiture ne démarre pas lundi matin. À 2 heures du matin, j'ai ouvert Grizzly Quest sur mon téléphone et j'ai joué pendant des heures, juste pour donner à mon esprit quelque chose de simple à suivre, un monde où les dangers sont prévisibles et où je peux sauvegarder. Je suis épuisé de cette double vie. Épuisé de recevoir des compliments pour une armure que j'ai forgée dans la peur. Personne ne voit que derrière chaque « je m'en occupe » se cache un « sinon tout va s'effondrer ». Personne ne comprend que je n'ai pas choisi cette hypervigilance, qu'elle m'a été imposée par un cerveau qui ne sait pas faire autrement. Je m'appelle Tucker et je crois que quelqu'un essaie de me tuer depuis des années. Je pense aussi être victime de harcèlement organisé. Oui, je sais que ça peut sembler paranoïaque. Je sais très bien que cela pourrait ne pas être réel. Mais entre me taire et laisser une trace écrite, je choisis la prudence. Je veux que ceci existe quelque part sur Internet, au cas où. Il y a tellement d'enquêtes criminelles où l'on entend après coup que la victime avait un mauvais pressentiment et qu'elle aurait dû l'écouter. Ceci est le mien. Si jamais quelque chose m'arrive, il y aura au moins ces mots pour dire que ce n'était pas un accident banal. Je demande clairement que cela soit examiné, étudié, pris au sérieux. Si je meurs, ce ne sera pas une overdose accidentelle. Depuis environ octobre 2017, quelqu'un tenterait de rendre certaines substances mortelles en y ajoutant du fentanyl, dans le but de faire croire à un accident. Tout serait fait pour que ma mort ressemble à une erreur de parcours, à une statistique de plus. Ce ne serait pas le cas. Si je décède, la personne qui touche mon assurance vie est, selon moi, au centre de tout cela. Je tiens aussi à dire quelque chose d'important. Je ne suis pas capable de mettre fin à mes jours. Si je meurs, quelle que soit la manière, je demande qu'une enquête soit ouverte. Je refuse d'être rangé dans la catégorie des overdoses anonymes. Si quelque chose arrive, c'est que j'ai été ciblé. Je laisse ici une liste de prénoms seulement. Pas de nom de famille. Si je me trompe, si tout cela n'est que le produit de mon esprit, je ne veux que personne ne soit blessé ou accusé à tort. Mais si une enquête est menée, les enquêteurs sauront reconnaître ces personnes. Maggie, Jacques, Maxwell, Johnny, Michael, Amanda, Brian, Tracy, Brett, Terry, Sabrina, Dallas, Amy, Jennifer. Je sais ce que certains penseront. Trop de noms. Trop d'alertes. Trop de peur. Peut-être que j'ai perdu pied. Je l'admets. C'est une possibilité réelle. Mais mon instinct me dit de laisser une trace, même imparfaite. Même si elle s'avère fausse. Parce que si elle est vraie, alors je refuse d'être un nom de plus sur une liste sans histoire. Si je me trompe,
ce texte n'aura été qu'un cri inutile. Si j'ai raison, alors j'espère que ces mots serviront à arrêter quelque chose. À empêcher que d'autres vivent avec cette peur constante. À faire en sorte que je sois le dernier. Je ne veux pas mourir dans le silence. Je ne veux pas disparaître sans que personne ne se pose de questions. Quoi qu'il arrive, je veux que l'on sache que j'ai douté, que j'ai eu peur, et que j'ai essayé de laisser une preuve, aussi fragile soit-elle. Ma seconde propriété, c'est un vieux campé que j'ai acheté pour $600 il y a quelques années. Au fil du temps, je l'ai transformé en une sorte de cabane improvisée, isolée au fond d'un terrain boisé que j'ai hérité de mon grand-père. J'y passe mes week-ends pour m'éloigner de la ville, bricoler un peu, pêcher dans les temps voisins. C'est rustique, panneaux fins, un petit poêle à bois, un lit pliant et une télé branchée sur un générateur. Il y a un mois, les ennuis ont commencé. La première nuit, j'ai entendu des grattements partout dans le plafond, comme des petites pattes qui couraient en tous sens. J'ai tapé sur les murs avec une lampe torche, persuadé que c'était un écureuil ou un raton laveur coincé dans l'isolation. Le lendemain, rien. Mais la nuit suivante, le bruit a migré, des pas lents, réguliers, qui rampaient à l'intérieur des parois, juste derrière le lambris mince qui recouvre l'intérieur. J'étais frustré, épuisé. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours, et l'idée de démonter toute la cabane pour chasser l'intrus me rendait fou. C'est là qu'un souvenir m'a traversé l'esprit. Quelques mois plus tôt, sur un coup de tête, j'avais commandé une caméra thermique bon marché sur Temu pour une $50. Je l'utilisais parfois pour repérer les fuites de chaleur autour du poêle. Je l'ai sorti de son carton, je l'ai allumé, et je l'ai braqué vers le mur d'où venaient les bruits. Presque immédiatement, une petite boule rouge vif est apparue sur l'écran, bien nette derrière le panneau. Ça bougeait légèrement, comme si la créature se levait pour dormir. Un rongeur, sans doute gros, peut-être un rat ou une marmotte qui s'était faufilé par un trou invisible. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai posé la caméra, je suis allé chercher mon .22 rangé dans son étui sous le lit. Je suis revenu sur la pointe des pieds, j'ai repositionné la caméra pour confirmer la position exacte, puis j'ai doucement appuyé le Canon contre le lambris, pile au centre de cette tache de chaleur. J'ai visé calmement. Une seule détonation sourde, étouffée par le bois fin. Pas de couinement, pas de soubresaut, pas de chaos. Juste un silence immédiat, profond, presque apaisant. Je me suis rassis sur mon vieux canapé, j'ai repris ma série sur la télé portable, avec ce petit trou fumant à gauche de ma tête. De temps en temps, je jetais un œil à la caméra thermique. La boule rouge pâlit lentement, passant à l'orange, puis au bleu froid. Au bout de 2 heures, plus rien. La chaleur s'était totalement dissipée. Depuis, j'attends les conséquences classiques, une odeur de décomposition, des mouches qui tournoient, des asticots qui sortent du trou, du sang qui coule le long du mur. Mais rien. Absolument rien pendant des semaines. Pas la moindre trace olfactive, même en collant le nez contre le panneau. Et surtout, plus le moindre bruit de pattes, plus de grattements nocturnes. La cabane est redevenue paisible, comme avant l'invasion. Mon voisin, un vieux chasseur du coin nommé Henri, est passé l'autre jour pour emprunter ma tronçonneuse. Il a remarqué mon air reposé et m'a demandé si j'avais enfin réglé le problème des bestioles. Je lui ai juste dit que oui, sans entrer dans les détails. Il a ri en disant que dans le coin, on finit toujours par gagner contre les intrus. Je compte bientôt colmater le trou avec un bout de ruban adhésif gris, pour que ça se fonde dans le lambris. J'ai complètement tout gâché. J'ai eu un crush sur un collègue pendant des années. Le genre d'attirance qu'on enfouit très profondément parce qu'on se voit tous les jours au travail et qu'on n'a aucune envie de rendre l'ambiance étrange. Il y avait beaucoup de flirts discrets, des regards qui duraient un peu trop longtemps, des petites piques amusées, une tension évidente. Et pourtant, rien ne se passait jamais. On faisait tous les deux semblant de ne rien voir. Le week-end dernier, après un événement professionnel et quelques verres en trop, on s'est retrouvés seuls dehors à discuter.
La soirée était calme, l'air frais, les lumières presque éteintes autour de nous. La conversation coulait toute seule, plus personnelle que d'habitude. À un moment, il y a eu ce silence particulier, celui où tu sais que quelque chose peut arriver. On s'est rapprochés. On s'est embrassés. Et immédiatement, tout a changé. Il s'est écarté bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. Il n'a pas été méchant, ni brusque. Juste différent. Son regard fuyait, son sourire était forcé. L'énergie est devenue étrange, maladroite. Puis il a lâché un rapide « je crois que je vais y aller » avant de partir. J'ai senti mon ventre se nouer à la seconde où il a tourné le dos. Sur le moment, j'ai essayé de me raisonner. Je me suis dit que je dramatisais, que c'était peut-être juste la fatigue, l'alcool, le contexte. Mais sur le trajet du retour, mon esprit s'est emballé. Une pensée s'est imposée et n'a plus voulu me lâcher. Mon haleine. Une fois rentré chez moi, je suis allé directement dans la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir et c'est là que je l'ai remarqué. Mes dents. Jaunes. Pas d'un jaune choquant, pas caricatural. Mais suffisamment pour que, une fois que tu le vois, tu ne vois plus que ça. J'ai paniqué. J'ai brossé, passé le fil dentaire, utilisé du bain de bouche comme si ma vie en dépendait. J'ai même vérifié mon sourire sous différentes lumières, comme si ça allait changer quelque chose. Le pire dans tout ça, c'est que je prends soin de mes dents. Je fais des détartrages 2 fois par an. Je fais attention. Et pourtant, depuis ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Au travail, il est toujours poli. Correct. Mais distant. Les échanges sont courts, professionnels. Le flirt a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Plus de regards appuyés, plus de sourires complices. Juste une cordialité froide qui fait encore plus mal que s'il m'évitait complètement. Au bureau, tout le monde me considère comme la référence en matière de santé. Je prépare mes repas à l'avance chaque dimanche soir, dans des boîtes parfaitement alignées au frigo. Je ne rate jamais une séance de sport, même quand je suis épuisé. Les plateaux de viennoiserie lors des réunions passent devant moi sans que je touche quoi que ce soit. Les collègues viennent régulièrement me demander des conseils, quel programme de musculation suivre, comment calculer ses macros, quelle application pour tracker les pas. Ils me disent souvent « T'es incroyable, quel willpower tu as », je voudrais avoir ne serait-ce que la moitié de ta discipline. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce n'est pas de la discipline. C'est de l'orthorexie et une addiction à l'exercice qui me bouffe de l'intérieur. Je passe parfois 3 heures par jour à m'entraîner, pas parce que j'aime ça, mais parce que l'idée de sauter une séance me plonge dans une angoisse viscérale. Mon cœur s'emballe, mes mains tremblent, et je me convainc que tout mon corps va s'effondrer si je ne brûle pas ces calories précises. L'hiver dernier, lors du pot de Noël, quelqu'un a insisté pour que je goûte un mini brownie maison. J'ai cédé pour ne pas attirer l'attention. Le soir même, j'ai couru 10 km sous la pluie pour compenser, puis j'ai passé la nuit à calculer et recalculer les calories, à me haïr, à imaginer que tout le monde voyait déjà que j'avais grossi. Le lendemain, j'ai jeûné jusqu'au soir. Ma collègue Sophie, qui me voit comme un modèle, a commencé à me suivre sur Strava et m'envoie des messages pour me dire qu'elle s'inspire de mes séances. La semaine dernière, elle m'a confié qu'elle voulait perdre 5 kilos avant son mariage et m'a demandé mon secret. Je lui ai souri, je lui ai donné des conseils détaillés sur les déficits caloriques et les circuits, pendant qu'à l'intérieur je hurlais de lui dire la vérité, que ce mode de vie me rend misérable, que je pleure parfois dans les vestiaires après une séance parce que mes jambes tremblent trop pour rentrer à pied. Mon manager m'a même proposé de diriger un atelier bien-être pour l'équipe, parce que tu incarnes parfaitement l'équilibre vie pro-vie perso. J'ai accepté, évidemment. Refuser aurait suscité des questions. Hier soir, après une séance particulièrement longue où j'ai forcé jusqu'à l'épuisement total, je me suis effondré sur le sol de mon salon. J'ai ouvert Grizzly Quest sur mon téléphone et j'y ai joué 2 heures d'affilée, sans bouger, juste pour que mon cerveau arrête enfin de tourner en boucle sur les macros du dîner et les séries que je n'avais pas terminées à la salle.
C'était le seul moment de la journée où je n'étais ni en train de performer la santé parfaite, ni en train de me punir pour ne pas l'être assez. Les compliments sont ce qu'il y a de plus dur. Chaque « bravo, t'es une machine » renforce la cage dans laquelle je vis. Ça rend l'idée d'avouer impossible. Comment expliquer à tout le monde que leur idole de la forme est en réalité terrorisée par la nourriture et le repos? Comment dire que je préférerais parfois manger un gâteau sans culpabilité plutôt que d'être admiré pour ma prétendue force de caractère? Je n'ai jamais osé en parler à personne dans la vraie vie. Pas à Sophie, pas à mon médecin lors des bilans annuels, pas même à ma mère qui me félicite à chaque visite pour ma silhouette. Alors je continue à porter ce double visage, à sourire quand on me demande la recette de mes Auvergnat Tots, à hocher la tête quand on me dit que je suis inspirante. Mais chaque jour, ce masque pèse un peu plus lourd, et je me demande combien de temps je vais encore réussir à tenir avant que tout craque. Une semaine à vivre dans un immeuble de bureaux. Je travaillais à la maintenance dans un grand complexe de bureaux. J'avais accès à tous les espaces communs, à mon atelier, aux réserves, aux locaux techniques et même à un grand espace inoccupé. La sécurité restait cantonnée au premier étage. Les caméras étaient surtout placées au point d'accès et dans le hall. En pratique, tant que je restais discret, je pouvais dormir sans trop de risques dans une réserve ou un bureau vide. Le premier soir, c'était un vendredi. Il était presque 23 heures et les couloirs étaient plongés dans une lumière basse, artificielle, silencieuse. Je marchais seul, mes pas résonnaient doucement, et j'avais l'impression d'être un fantôme errant dans un lieu conçu pour être vivant uniquement en journée. Les bureaux alignés, les chaises bien rangées, les écrans noirs donnaient une sensation irréelle, comme si le temps s'était arrêté. Une nuit, j'ai dormi dans un bureau inoccupé. Cet espace occupait presque la moitié du 3e étage. Des rangées de postes de travail vides, des salles de réunion vitrées, des plantes artificielles couvertes de poussière. J'ai déplacé une chaise, étendu un manteau sur le sol et me suis allongé là, entouré de silence. Le bâtiment vibrait légèrement, avec le bruit lointain de la ventilation et des ascenseurs automatiques. Depuis la fenêtre, je regardais le parking. J'ai vu les agents de sécurité courir pour chasser des gens qui traînaient trop longtemps entre les voitures. J'ai observé des véhicules entrer, faire un tour sans jamais se garer, puis repartir. Des phares balayaient l'asphalte, éclairant brièvement des coins vides. Tout semblait déconnecté de toute logique, comme une scène qui se répète sans spectateur. Les jours suivants, j'ai pris mes habitudes. Je mangeais dans une salle de pause déserte. Je passais du temps dans les couloirs à écouter les sons du bâtiment. Je changeais parfois d'endroit pour dormir, une réserve une nuit, un autre bureau la suivante. Chaque espace avait une atmosphère différente, mais tous partageaient ce sentiment étrange d'être fait pour les autres, pour une foule absente. Au bout d'une semaine, j'ai quitté les lieux sans laisser de traces. Personne ne m'a jamais posé de questions. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit. J'ai une trentaine d'années maintenant, et il y a quelques semaines, un souvenir m'a percuté de plein fouet, comme si mon cerveau avait enfin décidé de me montrer une vérité que j'avais enfouie depuis l'enfance. Quand j'avais 9 ans, mon père a construit une chambre pour ma sœur dans le sous-sol de la maison. Elle avait alors 13 ans, et elle commençait à réclamer plus d'intimité, à passer des heures enfermée avec ses amis ou à écouter de la musique trop fort. Mes parents se disputaient souvent à son sujet, parce qu'elle rentrait tard, mentait sur ses sorties, fumait en cachette avec ses copines. Un soir, une fois la chambre terminée, mon père m'a pris à part. Il m'a emmené dans le garage, puis dans une petite pièce attenante au sous-sol qu'il avait aménagée en poste d'observation. Il m'a montré 2 petits trous discrets dans les coins des murs, juste à hauteur d'yeux pour un adulte ou pour moi si je montais sur un tabouret. Il avait l'air excité, presque enfantin, en me disant que c'était notre secret à tous les deux, un jeu d'espion super important. Ta sœur fait plein de bêtises, on doit veiller sur elle pour la protéger, qu'il disait. À 9 ans, ça me semblait logique. Elle était la grande rebelle, et moi la petite complice de papa. Les premières fois, c'était quand elle invitait ses amis pour des soirées pyjama.
Mon père m'appelait doucement dans le couloir, on descendait sur la pointe des pieds, et on regardait. On voyait les filles rire, se maquiller, danser sur des chansons que je ne connaissais pas encore. Il me murmurait des commentaires comme « Regarde, elle mange des bonbons en cachette » ou « Elle parle des garçons ». Je trouvais ça excitant, ce lien secret avec lui. Mais avec le recul, je me souviens maintenant qu'il continuait parfois seul. Il arrivait que je l'entende descendre tard le soir, quand ma sœur prenait sa douche dans la petite salle de bain qu'il avait aussi installée en bas. Il restait longtemps. Je me disais qu'il vérifiait juste que tout allait bien. Aujourd'hui, cette idée me glace le sang. Et s'il l'observait quand elle se changeait? Quand elle sortait de la douche? L'idée qu'il ait utilisé ses trous pour ça me rend malade. Ma mère n'a jamais rien su. Elle travaillait beaucoup à l'époque, rentrait fatiguée, et faisait confiance à mon père pour gérer la maison. Ma sœur a habité cette chambre jusqu'à ses 18 ans, puis elle est partie du jour au lendemain sans vraiment expliquer pourquoi. On ne s'est jamais vraiment reparlé depuis. L'autre jour, j'ai retrouvé une vieille photo d'elle à cet âge-là, et tout m'est revenu. J'ai pleuré pendant des heures. Je n'ai jamais osé en parler à personne. Pas à ma mère, qui idolâtre encore mon père. Pas à ma sœur, de peur qu'elle confirme mes pires craintes ou qu'elle me dise que oui, elle se sentait observée tout le temps. Pas à un thérapeute, parce que mettre des mots dessus rendrait ça trop réel. Mais oui, c'était bizarre. Profondément bizarre. Et maintenant que j'ai ouvert cette boîte, je me demande ce que j'ai vraiment vécu dans cette maison, et pourquoi j'ai mis si longtemps à comprendre que ce n'était pas un jeu innocent. Je ne sais pas si je trouverai un jour le courage d'en parler à quelqu'un dans la vraie vie, mais au moins ici, je peux l'admettre, ce secret que je portais fièrement enfant me ronge aujourd'hui comme une trahison que je n'ai pas vue venir. Aimer quelqu'un quand on est noir, c'est comme vivre un enfer silencieux. Marcher dans la rue, croiser un homme et le trouver mignon, ça devrait être simple. Un petit moment léger, presque innocent. Mais chez moi, ça ne dure jamais. Très vite, une autre pensée écrase tout le reste. Je me rappelle ma couleur de peau. Et aussitôt, je dois mettre mes sentiments de côté, les ranger, les étouffer, parce qu'une question revient toujours, implacable. Est-ce qu'il aime seulement les filles noires? Ce n'est même pas de la colère contre les autres. Je sais que les préférences existent. Je sais que personne ne doit être attiré par qui que ce soit. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de devoir me poser cette question à chaque fois. De ne jamais pouvoir juste ressentir quelque chose sans ce filtre, sans ce doute qui s'impose avant même l'espoir. J'aimerais ne jamais avoir à être consciente de ma couleur. J'aimerais ne jamais avoir à me demander si, avant même de me connaître, quelqu'un m'a déjà éliminé dans sa tête. Parce que la réalité, c'est que la majorité des gens ne me trouveront jamais attirante à cause de ça. Et le savoir, le sentir, le vivre encore et encore, ça use quelque chose à l'intérieur. Parfois, j'essaie de me rassurer. De me dire que même si certains ne me voient pas, j'ai d'autres atouts. Mais même là, mon esprit se retourne contre moi. Je ne peux même pas me réfugier dans l'idée d'avoir un corps que la société valorise. Je suis mince, pas pulpeuse, pas conforme à l'image qu'on attend souvent des femmes noires. Comme si mes propres gènes avaient décidé de m'enlever aussi cette possibilité-là. Comme si je cochais toutes les mauvaises cases à la fois. Alors je commence à me fermer. À me dire que le plus simple serait peut-être de ne plus rien ressentir du tout. Ne plus espérer. Ne plus regarder quelqu'un en se demandant ce que ça pourrait devenir. Parce que je n'ai pas envie de passer ma vie à me poser cette question douloureuse, encore et encore. Est-ce que je suis seulement une option pour lui, ou est-ce que je suis déjà exclu? À force, ça devient plus qu'une tristesse. Ça devient une conviction qui s'installe, même si je sais qu'elle est injuste. Une voix qui me répète que je serai toujours en dessous, toujours moins désirable, toujours de trop. Et je déteste cette voix. Je déteste ce qu'elle me fait croire. Mais certains jours, elle est plus forte que tout le reste. J'ai 21 ans,
et je ne me brosse jamais les dents. Jamais. Quand j'étais enfant, personne ne s'occupait vraiment de moi. On me disait vaguement « va te brosser les dents » avant de dormir, mais personne ne vérifiait, personne ne m'accompagnait, personne ne m'aidait à rendre ça agréable. À chaque fois que j'essayais, la texture de la brosse me donnait la nausée, le goût du dentifrice me retournait l'estomac, et je finissais par pleurer en silence dans la salle de bain. Très vite, j'ai arrêté. Et depuis, je vis comme ça. Je sais que c'est grave. Je pense à mes dents presque tous les jours. Je sens la plaque qui s'accumule, je vois mes gencives qui rougissent parfois, et je sais qu'un jour prochain, tout va s'effondrer, caries, infections, peut-être même des pertes de dents. Ma dentiste, lors du dernier contrôle il y a 2 ans, m'avait regardé avec une pitié mêlée de reproches en disant que c'était déjà limite. Je n'y suis jamais retourné. J'ai trop honte. La dépression clinique que je traîne depuis l'adolescence n'arrange rien. Les jours où je parviens à me lever, à manger et à travailler, c'est déjà une victoire. Ajouter une routine d'hygiène buccale semble insurmontable. Même quand je me motive pendant 5 minutes, je prends la brosse, je la mouille, et soudain une vague de dégoût me submerge. Je repose tout et je retourne me cacher sous la couette. L'année dernière, j'ai rencontré un garçon, Léo. On s'entendait bien, on passait des soirées entières à parler, à rire. Un soir, il a voulu m'embrasser plus profondément. J'ai reculé brutalement, prétextant une migraine. En réalité, j'avais peur qu'il sente mon haleine, qu'il comprenne tout de suite à quel point je me néglige. Depuis, je garde mes distances avec tout le monde. Je mâche des chewing-gums sans sucre en permanence, je bois avec une paille pour éviter que l'odeur ne monte trop, et je souris toujours la bouche fermée sur les photos. Ma meilleure amie, Clara, a failli découvrir mon secret il y a quelques mois. Elle était chez moi et a voulu emprunter ma brosse à dents en dépannage. J'ai paniqué, j'ai inventé que je l'avais perdue lors d'un voyage. Elle m'a regardé bizarrement, mais n'a pas insisté. Depuis, elle me propose souvent des bonbons à la menthe, parce que j'adore ça. Je me demande si elle se doute de quelque chose. Je n'en ai parlé à personne dans la vraie vie. Pas à mes parents, pas à un médecin, pas à un psy. Je sais que la réaction serait immédiate, dégoût, jugement, mais comment tu peux vivre comme ça? Alors je garde ça pour moi, comme un poids énorme que je porte seul. Ici, au moins, je peux le dire sans voir le regard des autres changer. Je sais que je devrais changer. Je sais que je vais le payer cher. Qu'est-ce que je faisais? Je passais des semaines à me priver de masturbation, de nourriture malsaine, de pornographie ou de tout ce qui pouvait faire baisser mon taux de testostérone. L'objectif était d'avoir une libido surmultipliée, une queue hypersensible et une éjaculation massive. Je budgétisais le peu d'argent que j'avais pour ces sessions qui se déroulaient dans des chambres d'hôtel 5 étoiles. Je guettais toujours les bonnes affaires et, quand je m'y prenais bien, j'arrivais souvent à obtenir des suites palatiales à des tarifs ridicules. Il m'arrivait régulièrement de conduire plusieurs heures, voire de traverser des États, rien que pour ça. Une fois à l'hôtel, je passais toujours la première nuit à préparer la chambre. Il fallait que je sois certain de pouvoir me nourrir, m'hydrater et me nettoyer pendant la branlette épuisante qui m'attendait. Je mesurais soigneusement ma ration d'eau pour éviter de trop ou pas assez m'hydrater, et je préparais des encas nourrissants faciles à avaler sans risque d'étouffement ou de casse-dents. Je gardais mon installation de gooning portable et minimaliste avec une douzaine de mes photos imprimées préférées que je fixais stratégiquement au mur avec de la pâte adhésive, et un ordinateur portable que je connectais à un écran plus grand. Je sélectionnais avec soin les vidéos que j'allais utiliser pour chaque session, en essayant de me limiter à une dizaine. Un peu de discipline à ce niveau évitait de gâcher mon appétit libidineux. Que se passait-il? Je prenais une forte dose de LSD, plus de 300 microgrammes, et je passais les 2 heures suivantes à essayer anxieusement de tenir le coup pendant que la réalité se dissolvait. Puis j'arrivais au pic. La pornographie prenait vie d'une manière à la fois érotique et terrifiante. Les vidéos sortaient de l'écran comme si mon moniteur était un diorama obscène tiré d'une mauvaise creepypasta. Les filles me parlaient et s'adressaient directement à moi en m'appelant par mon prénom.
Les actrices porno se transformaient en filles que je connaissais dans la vraie vie. La plupart du temps, elles devenaient des humanoïdes extraterrestres dont la peau irradiait en rouge et blanc incandescent. Elles se déplaçaient comme des araignées et accomplissaient des choses impossibles. C'était mon bordel alien en 4D dans le système Zeta, l'endroit où je devais sans cesse revenir. Les hallucinations étaient souvent si intenses qu'une simple image JPEG pouvait se transformer en une vidéo en mouvement complète qui durait des minutes, avec le son qui sortait de mes écouteurs. Je regardais les filles que je désirais tant dans la vraie vie se muer en salopes affamées de bites imaginables les plus vicieuses, qui n'existaient que pour mon plaisir. Elles étaient mes esclaves à posséder et à jeter à ma guise. C'était le dragon que je poursuivais jusqu'aux bas-fonds les plus sordides de la misère. La matrice charnelle du royaume psychédélique. Mon addiction. La terreur que je finissais par ressentir me retournait l'estomac. Je savais que je flirtais avec une crise schizophrénique ou avec la damnation de mon âme par une entité malveillante. Au fur et à mesure que les sessions avançaient, les gémissements commençaient à ressembler à des exécutions de l'État islamique. Les jeunes femmes nubiles et parfaites devenaient des sorcières flétries et pourries. Tout avait tendance à se transformer en gore choquant du genre qu'on préfère ne pas imaginer. La plupart du temps, je finissais trop effrayé pour jouir, craignant que le danger pour mon âme soit trop grand. Pourquoi je faisais ça? Chroniquement seul et déprimé, avec de piètres compétences sociales, j'avais besoin de simuler une forme d'intimité et de lien émotionnel. Pourquoi j'ai arrêté? Je suis devenu complètement fou après quelques expériences bizarrement puissantes et j'ai cru que j'étais mort et coincé dans les limbes en attente de jugement. Je pensais que tout dans ma vie jusqu'à présent avait conduit à ce moment, comme si j'avais été piégé dans un complot machiavélique. Le LSD était l'outil d'entités maléfiques et leur portail vers notre monde. C'était le vrai fruit défendu de la Bible. Il n'y avait plus de réalité, ni même de souvenir de ce qu'était la réalité. Personne ne pouvait m'aider et j'étais convaincu d'être mort. Mon hôtel n'était rien de plus qu'un plateau de tournage souterrain sur une planète infernale à des milliers d'années-lumière de la Terre. Le paysage dehors ma fenêtre était un trucage hollywoodien comme les décors de Seinfeld ou Frasier. Je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire, car les portes menaient simplement à des murs de briques, des parois de pierre, ou pire. J'ai désespérément essayé d'appeler une ambulance, d'abord avec mon portable, puis avec le téléphone de la chambre. J'ai tout donné mais les téléphones ne fonctionnaient pas pour moi, exactement comme dans un mauvais rêve. Je me suis dit que c'était aussi bien, car les secouristes qui seraient arrivés auraient inévitablement été ces mêmes démons déguisés qui se jouaient de moi. Ma terreur me paralysait. C'était le choc post-traumatique d'un soldat errant en état catatonique dans un no man's land. Je courais sans but dans la salle de bain et je répétais sans cesse le nom d'une ex-petite amie, peut-être des centaines de fois en quelques minutes. Je ne sais pas comment j'arrivais à respirer tant je parlais sans arrêt. Ces mots me semblaient être mes dernières paroles et mon testament, comme si mon âme essayait de s'accrocher à quelque chose de réel et de beau. J'avais l'impression d'être en train de me noyer, à quelques instants d'inhaler de l'eau, sachant que j'allais mourir. Puis, juste avant de perdre connaissance, j'ai ressenti un incroyable relâchement et tout a ralenti. La peur m'a quitté et je me suis senti en présence de Dieu. Des images de mon enfance ont envahi mon esprit et mes sens. J'ai revécu tout ce qui m'était arrivé exactement comme ça s'était passé. J'ai réalisé à quel point j'étais perdu. J'ai éclaté en sanglots et je n'ai pas arrêté de pleurer pendant 4 heures. La folie de poursuivre ce monde factice m'a frappé comme jamais auparavant, et j'ai su que je ne pouvais plus fuir la vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.